Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Mansour El Marzouk est à Kinshasa pour le 14e sommet de la francophonie. Et M. Iyed Dahmeni du Parti El Jumhouri est membre à l'Assemblée nationale constituante, sera notre invité de la semaine dans ce flash. Et à l'étranger, Berlusconi envisagerait de céder 30% de l'AC Milan au Qatar. On débute ce flash avec le président provisoire de la République tunisienne, Mansour El Marzouk, qui s'est rendu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour participer au 14e sommet de la francophonie qui se tient du 12 au 14 octobre 2012 sous le thème « Enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale ». Ce thème permettra de réviser les questions environnementales et économiques sous l'angle de la gouvernance mondiale afin de réfléchir et poser de manière solidaire la maîtrise de ces enjeux comme préalable à l'atteinte des objectifs du développement durable. Selon un communiqué de l'ambassade République du Congo à Tunis, les chefs d'État et du gouvernement provenant de 75 États membres de l'Organisation internationale de la francophonie et venus de 5 continents réaffirmer également à cette occasion leur attachement aux valeurs de la démocratie, de la paix et du respect des droits de l'homme. Monsieur Iyed Dahmeni du Parti El Jumhouri est membre de l'Assemblée nationale constituante. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Comme chaque début de semaine, nous allons rebondir sur l'actualité de la semaine dernière. Alors pour commencer, on sait qu'il y a eu le fameux meeting de Nidetoun samedi 13 octobre. Alors la question, quel rôle jouera le Parti Jumhouri dans l'avenir et pour les prochaines élections ? Le Parti Jumhouri prétend jouer un rôle sur la scène politique en œuvrant au rassemblement des forces démocratiques. Tout le monde aujourd'hui sait que nous travaillons avec Nidetoun, avec le Massar et avec d'autres forces à la construction d'un front politique qui proposera une alternative politique aux Tunisiens en vue des prochaines échéances politiques et électorales. Et aujourd'hui, El Jumhouri, en organisant ce meeting, a essayé de rassembler les démocrates autour des revendications qui sont liées à la question de la légitimité après le 23 octobre et à la question de la feuille de route politique nécessaire pour réussir cette phase de transition politique. Et donc, aujourd'hui, nous prétendons jouer un rôle pour construire ce front démocratique pour proposer une alternative politique aux Tunisiens. Alors, il y a une question qui se pose quand même aussi, c'est que est-ce qu'il y aura une éventuelle fusion avec Nidetoun dans l'avenir ? Dans l'avenir l'avenir proche ou l'avenir proche, nous travaillons essentiellement sur un front. Après, tout dépendra de la réussite de ce front-là, de la nécessité sur la scène politique d'une éventuelle fusion. Mais aujourd'hui, avec le Massar et avec Nidetoun, nous travaillons sur le projet de réaliser ce front. Ok. Alors, quelle est la position aussi du Parti El Jumhouri par rapport à l'échéance du 23 octobre? Qu'est-ce que vous conseillez aux Tunisiens et aux Tunisiennes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la balle n'est toujours pas dans le camp de la rue ou des Tunisiens. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'élite politique, que ce soit à la Troïka ou chez l'opposition. Aujourd'hui, nous avons un problème qui est la légitimité des instances politiques en Tunisie, des institutions politiques. Après le 23 octobre, nous savons que nous, à l'Assemblée nationale constituante, nous avons été élus pour un mandat d'1 an. Ce mandat-là se termine le 23 octobre. Aujourd'hui, pour continuer cette phase transitoire, il faut dépasser cette légitimité électorale et chercher une légitimité consensuelle. Et donc aujourd'hui, le défi pour l'élite politique est d'arriver à un consensus qui aboutit à des élections libres et transparentes le plus rapidement possible et travailler sur l'élaboration d'une constitution qui soit la base d'un régime politique démocratique et que ce soit une constitution qui unit les Tunisiens, pas une constitution qui les divise. Alors, est-ce que le 23 octobre, l'Assemblée nationale constituante va remettre quand même un brouillon aux Tunisiens? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de remis? Vu l'avancement des travaux, je pense que ça va être difficile de présenter un brouillon le 23 octobre, mais nous pensons que ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de présenter aux Tunisiens une feuille de route avec des dates précises, une date pour l'adoption de la Constitution, une date pour la mise en place de l'instance supérieure pour les élections, une date pour l'adoption d'un code électoral et une date pour les élections. Ce sont les 4 moments importants
que nécessite aujourd'hui un consensus national. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, vous, en tant que membre à l'Assemblée nationale constituante, qu'est-ce que vous pouvez répondre aux Tunisiens qui disent non, le 23, nous, vous êtes élus pour un an, vous devez remettre quelque chose pour le 23. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors oui, aujourd'hui, s'il n'y a pas un Parce que vous consensus... comprenez qu'il y a des gens qui sont quand même fâchés. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous considérons pas tous dans la même situation parce qu'aujourd'hui, la responsabilité n'est pas la même pour tous les membres. Aujourd'hui, nous savons qu'en Tunisie, il y a une majorité, il y a une minorité. Ce qui s'est passé depuis un an est la responsabilité de cette majorité qui n'a pas su gérer ni le pays ni les travaux de l'Assemblée. Aujourd'hui, nous pensons que soit on arrive à un consensus, soit il va y avoir des décisions difficiles à prendre et une éventuelle démission de l'Assemblée nationale constituante ou une remise en cause totale du processus est possible si on n'arrive pas à un consensus qui fait l'unanimité autour de lui. Alors, quelle est votre réaction aussi sur... il y a un événement qui s'est passé donc, la semaine dernière, la vidéo de Rachel Ghannouchi, qui a fait polémique sur la toile, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Alors, et ça a fait aussi polémique au sein de l'Assemblée nationale constituante et aussi au sein de la société civile. Quelle est votre réaction par rapport à cette vidéo? Alors, nous avons été choqués par le contenu de cette vidéo, le discours de M. Rachel Ghannouchi, qui tient un autre discours que le discours officiel que présente le mouvement Nahda devant les médias, devant les Tunisiens. Et nous avons aujourd'hui soit un mouvement schizophrène, soit un mouvement qui mène un double discours, parce que quand ce mouvement-là parle aux Tunisiens, il a un discours, et quand il parle aux salafistes, il en a un autre, et il a tenu des propos inadmissibles, comme quand il parle de la même mise sur l'armée, sur les forces de l'ordre, sur la justice, sur les médias. Oui. Et là, ça devient très grave. Aujourd'hui, on se pose des questions sur l'authenticité de l'attachement de ce mouvement à la démocratie, aux valeurs de la démocratie et à la transparence, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment un agenda caché de ce mouvement. Alors, on a vu aussi un membre de l'Assemblée nationale qui a demandé la dissolution de ce parti, la démission de Rachel Ghannouchi. Et vous, en tant que parti, le Jumhuri, est-ce que vous avez des revendications par rapport à cette vidéo? Par rapport à cette vidéo, on n'a pas discuté la question dans nos instances, mais nous pensons que chaque parti politique doit respecter la loi, sinon il doit subir des punitions et des mesures et des sanctions. Et là, aujourd'hui, nous pensons que le mouvement Nahda est à la limite de la borderline et qu'aujourd'hui, le respect des valeurs démocratiques n'est pas vraiment assuré par ce mouvement. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Rachel Ghannouchi quand il dit qu'il n'a pas été filmé à son insu, qu'il savait qu'il était filmé et que la personne qui a sorti cette vidéo a monté et déformé ses propos? Alors, il y a eu plein de versions. Il y a eu M. Hamad Larif qui a dit qu'il y a eu cette version-là et que vraiment ça a été coupé et monté. Il y a eu M. Rachel Ghannouchi qui a dit non, c'est mes paroles, je les assume, et que ça a été mal interprété. Il y en a eu d'autres qui disent non, ça a été monté de toutes pièces. Aujourd'hui, même le mouvement Nahda n'a pas un discours unique concernant cette affaire, et ça montre l'embarras de ce mouvement face aux propos de son président. Alors, selon vous, Monsieur Dahmini, le parti Nahda a des raisons de craindre les prochaines élections? Oui, je pense. Moi, à leur place, en lisant les sondages, je m'inquiéterais vraiment parce que ce mouvement recule dans les intentions de vote et nous le voyons aujourd'hui dans la rue, dans les commerces, partout, dans la société civile, mais chez tous les Tunisiens, que la confiance dont bénéficie ce mouvement est en net recul par rapport au bilan est vraiment très, très, très médiocre du gouvernement de la Troïka. Alors, je sais qu'on a parlé tout à l'heure un petit peu. Je sais que vous voulez rebondir par rapport au viol de cette jeune fille de 28 ans. Et on sait que ce n'est pas vraiment d'actualité. Enfin, c'est toujours d'actualité, mais quelle est votre position par rapport à ça? On a été l'un des premiers partis à condamner ce qu'a subi cette jeune fille, mais aussi nous pensons que la réaction de l'État était vraiment honteuse parce que finalement cette jeune fille a été violée par des policiers qui étaient en fonction, en service, et que normalement l'État devait et doit aujourd'hui
réparation pour cette jeune fille qui a été victime d'un abus de pouvoir, parce qu'on parle souvent dans les médias de la responsabilité individuelle de ces policiers, mais on ne parle pas du côté abus de pouvoir, parce que ces gens-là étaient en fonction en tant qu'agents de police. Bien sûr, je suis contre la généralisation, il ne faut pas condamner tous les policiers de Tunisie parce qu'il y a eu de tels actes, mais nous pensons que la réaction politique de la part du ministère de l'Intérieur devait être une réaction plus ferme et une solidarité avec cette victime. Alors, on peut revenir aussi sur les déclarations de Khmaïs Mejri, un des leaders salafistes, qui dit que la circulation des armes est libre en Tunisie. On voit qu'est-ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il y a une poussée salafiste encore? Est-ce que le parti au pouvoir ou la Troïka se sert des salafistes pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir que la société civile s'occupe d'autre chose pendant qu'ils font autre chose? Comment ça se passe, selon vous? Moi, je pense qu'il y a une tolérance et un laxisme inacceptable de la part du gouvernement face à la montée de ces mouvements. Parce qu'on n'a pas vu de réaction ferme quand il s'agissait de Jendouba, ni de Sidi Bouzid, ni des événements de Bizerte. La goutte qui a fait déborder le vase, c'était l'ambassade américaine. Aujourd'hui, le 14 septembre. Donc aujourd'hui, ce gouvernement se retrouve face aux résultats de ce laxisme-là, des conséquences de ce laxisme-là. Et il est vraiment, encore une fois, dans l'embarras. Il ne sait plus comment agir. On voit le ministère de l'Intérieur qui brandit le bâton pour menacer ces mouvements. En même temps, il y a le président de la République qui reçoit les chefs des mouvements salafistes. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas de politique claire face à ces mouvements salafistes violents. Et nous trouvons que c'est inadmissible que des gens au pouvoir aujourd'hui n'aient pas de mesures à prendre face à des mouvements qui frôlent le terrorisme aujourd'hui. Alors, M. Dahmeni, on a vu que, Lies Ferfer, le ministre du Tourisme, il a déclaré, donc il a annoncé que les partis de la Troïka, donc CPR, Nahda et Takatl, ils ont convenu à un accord sur la possibilité d'adopter un régime mixte en tant que régime politique de la Tunisie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous pensons qu'il s'agit de la mesure importante à prendre parce que le désaccord sur le régime politique en Tunisie au sein de la Constituante a toujours été entre Ennahda d'un côté qui prônait un régime parlementaire pur et toutes les autres composantes qui, dès le début, proposaient un régime mixte. Aujourd'hui, nous constatons que Ennahda fait un pas vers le consensus en acceptant un régime mixte aujourd'hui où il y a un parlement élu qui choisit le gouvernement et de l'autre côté, il y a un président élu au suffrage universel et qui a un contrôle sur le gouvernement et des prérogatives élargies et même le droit de dissoudre le Parlement au cas de crise grave. Et on rappelle aussi que le parti Nahda sont pour un régime parlementaire. Oui, tout à fait. C'était l'une des résolutions du congrès du mouvement Nahda. Nous pensons que c'est un pas vers le consensus national, mais c'est encore insuffisant parce que le consensus national commence aussi par accepter le fait de constater qu'aujourd'hui le gouvernement a échoué, que pour continuer cette phase transitoire, il faut neutraliser les ministères régaliens et notamment les ministères de l'Intérieur et de la Justice. Ça reste encore une revendication forte de l'opposition aujourd'hui. Alors, on va revenir sur une polémique qu'il y a eu quand même à l'Assemblée nationale constituante sur les salaires des membres de l'Assemblée, alors des salaires à vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça en est cette histoire? Alors, c'était une initiative d'un député, d'un de nos collègues, c'est M. Salah Chouaib, qui a présenté un projet de loi. Il a recueilli les signatures de 113 membres. On n'était pas d'accord, nous, au Parti Jumhouri. Je tiens à préciser que tous les membres du Jumhouri au sein de l'Assemblée nationale constituante n'ont pas signé ce projet de loi. Il s'agit d'une rente viagère pour les députés après leur mandat. Nous considérons que c'est une maladresse de poser de telles questions aujourd'hui, alors que tous les Tunisiens remettent en cause le travail de l'Assemblée. Aujourd'hui, la Constituante n'a pas fait son boulot de présenter une constitution. C'est vraiment très, très maladroit de présenter un tel projet aujourd'hui.
Merci beaucoup, Monsieur Yed, voilà, Monsieur Yed Dahmeni, membre à l'Assemblée nationale constituante et aussi membre dans le parti El Jumhouri. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et on continue à l'international. Silvio Berlusconi, propriétaire de l'AC Milan, qui serait prêt à céder 30% du club à la famille El Feni du Qatar, qui possède déjà le Paris Saint-Germain, selon la Gazette dello Sport de vendredi. Milan d'Arabie titre le quotidien sportif italien avec en une un photomontage de Silvio Berlusconi coiffé d'un cafièche rouge et blanc. Il envisagerait de céder le tiers du club pour quelques 250 millions d'euros avec lesquels il évitera les départs de ses meilleurs joueurs comme Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva cet été au Paris Saint-Germain. Et on termine ce flash avec un peu de technologie. Selon l'Union internationale des télécommunications, 6 milliards de personnes sont abonnées au téléphone mobile. Pour l'agence de l'ONU, il y a 6 milliards d'utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde en fin 2011, soit 86% de la population mondiale. La Chine, à elle seule, possède 1 milliard, suivi de l'Inde qui se rapproche du milliard. De plus, l'Union internationale des télécommunications ajoute que 2,3 milliards de personnes, soit 1 sur 7, sont des utilisateurs de l'Internet. Selon la même agence, 70% des humains qui utilisent l'Internet habitent les pays industrialisés. C'est la fin de ce flash de l'actualité. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Excellente journée sur TunusNet TV. Et on reprend avec le plateau de la matinale. À demain.